chaque fois que je discute avec un entrepreneur qui veut commencer, je lui dis, c'est quoi le problème que tu résous? Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Ehanga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. Forcément, à la base de toute création d'entreprise, il y a l'idée. Comment la trouver? Comment passe-t-on de l'idée au projet, puis à l'entreprise? Comment la valider? On en parle avec notre invité et à travers vos questions, dont Johan se fera le relais. Pour cette première, j'ai le plaisir de recevoir Ismaël Zouetom. Enchanté. Qui est fondateur d'Agacare. On va revenir sur ton parcours, mais avec toi, on va aborder le sujet de l'idée. Toi, tu as toujours voulu entreprendre? Tu entreprends depuis longtemps? Oui, je peux dire ainsi parce que je ne sais pas si on peut appeler ça entrepreneuriat, mais je me rappelle, lorsque j'avais 13 ans, il y avait des tournois sportifs dans mon quartier et je vendais l'eau glacée aux supporters. Donc, ça me faisait 700 €, 700 francs CFA. Euros, c'est beaucoup. 700 francs CFA. Donc, ça a commencé et ensuite, à un moment donné... Tu avais quel âge à ce moment-là? Je crois que j'avais 13 ans, 14 ans. Donc, c'était un tournoi pendant l'été. Donc, vu qu'il fait chaud pendant l'été, donc on passait avec des bouteilles et puis on vendait le verre à, je crois, dans les 5 francs ou 10 francs, je ne me rappelle plus très bien, mais je me rappelle en tout cas que j'avais une caisse où je venais mettre à chaque fois cet argent et ça me permettait effectivement la rentrée. Et d'où est venue cette idée? Est-ce que dans ta famille, tu as déjà des entrepreneurs autour de toi? Je dirais peut-être ma maman qui a toujours fait justement, je me rappelle pendant l'été, souvent ma maman vendait dans un quartier, dans un marché populaire de Yaoundé, elle vendait du poisson fumé. Et donc, moi, j'allais l'accompagner. Donc, je mettais le poisson fumé sur la tête dans une calebasse et j'allais vendre dans le marché pour qu'elle était dans son comptoir à elle. Et puis, moi, je marchais. Donc, elle a toujours été un peu... À bonne école. Exactement. Donc, je pense qu'il y avait quand même ce côté entrepreneuriat, même au lycée. Je me rappelle, je vendais des chewing-gums. J'achetais un paquet de chewing-gums, un paquet, et puis je vendais en petit bout. Donc, je pense qu'il y avait déjà... Et après, ça a continué avec soit des associations sportives, l'équipe. Donc, je pense qu'il y avait déjà quand même cette culture de l'entrepreneuriat. Grave, c'est bien. Mais tu n'as pas été entrepreneur tout de suite. Tu es passé par le salariat aussi. Oui. Ouais, donc, j'ai fini les études. J'ai travaillé j'ai tenté d'entrer chez Microsoft lorsque j'ai fini sur un programme d'académie. Donc, je n'ai pas été sélectionné. Donc, je suis allé plutôt dans les partenaires de Microsoft. Donc, j'ai commencé mon stage chez Expertime. C'était une jeune entreprise. Je crois qu'on était 7 quand on démarrait, mais bon, aujourd'hui, c'est 200 personnes. Ils ont réussi, mais j'ai fait 1 an là-bas. Pour mon stage, j'ai été embauché. J'ai fait 1 an. Ensuite, j'ai fait 1 an chez British Telecom et après 3 ans chez Microsoft. Et en 2010, je décide de quitter pour créer eDispo. Et eDispo, c'est quoi? eDispo, l'idée qu'on avait d'eDispo, c'est, bon, je vais faire simple, c'était parti, je travaillais chez Microsoft et c'était parti d'une idée de se dire, je vais prendre rendez-vous avec un dentiste. J'ai dû passer 14 coups de fil et je me suis dit, il y a quelque chose à faire, on ne peut pas, ça prend du temps. Et en plus, en tant que consultant chez Microsoft, c'était vraiment stressant. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. À l'époque, Doctolib n'existait pas. Et donc, c'est parti de là et on s'est dit, on va créer un peu la fourchette de tous les métiers puisque cette problématique de prise de rendez-vous. Et donc, c'était ça. Le truc initial, c'était de se dire, on va créer une plateforme. En fait, le besoin, c'était de se dire comment on peut nous soulager et nous dégager de ces choses à très faible valeur ajoutée qui nous font perdre du temps. Et donc, on s'est dit, on va créer une plateforme qui permet de prendre rendez-vous. Sauf que la première solution qu'on a développée, c'était un échec. Et donc, on a fait une deuxième solution où on était à effectivement 3 mois de créneau. Et on se disait, voilà, ce qu'on avait développé, on avait mis 9 mois dépenser plus de 500 000 € avec des ingénieurs. Bon, on a développé un super truc, ça c'est sûr. Et beaucoup d'entrepreneurs font la même erreur. Et donc je pense qu'on va revenir sur l'idée, sur comment on passe justement, sur comment aujourd'hui on aurait avec je dirais même moins de 5 000 €, moins de temps, tester si l'idée peut marcher. C'est la première cause, on va dire, d'échec des entrepreneurs, c'est cette partie, comment on valide l'idée aujourd'hui. Et aujourd'hui,
10 ans après, c'est très simple de valider une idée. Ouais. On en reparlera. On reviendra sur la genèse de l'idée d'Idispo et la méthodologie que tu as employée pour valider ton idée. Mais aujourd'hui, on peut t'appeler serial entrepreneur puisque tu reviens 10 ans après avec une nouvelle entreprise. C'est Agacare. Oui, c'est Agacare, c'est ça. Bon, Serial, je ne sais pas si 2, on peut dire Serial déjà. Mais c'est déjà... ça fait déjà une série, c'est le début de la série. Exactement, oui. Donc, on va se dire oui, je pense. Et effectivement, l'idée, c'est, effectivement, j'ai fermé Idispo il y a 1 an, il y a 18 mois à peu près. Effectivement, passé par toutes les phases, dépression, tout ce qui va avec. Et puis, on va dire, le confinement est venu, le Covid. Malheureusement, pour certains, c'est dur. On pourra en reparler justement, on parlera d'Agacare après. Mais pour moi, ça a été justement le déclencheur pour me dire, allez, tu repars de l'avant parce que regarde où le monde va, toi, tu as fermé la boîte et c'est pas si grave que ça par rapport à ce qui se passe. Waouh, c'est super encourageant parce qu'on se dit, quand c'est un temps de crise, c'est peut-être pas le bon moment de trouver, enfin déjà d'avoir des idées, puisque tu as le stress, donc c'est pas forcément dans ta meilleure période, dans ta meilleure phase pour générer des idées, et en plus d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout et de se lancer. Moi, je pense plutôt que, en fait, généralement, c'est justement pendant certaines crises que on doit réfléchir plutôt à ces opportunités. Et je pense que quand on regarde ce qui est en train de se passer, c'est justement, on est en train de changer plein de façons de vivre. Le télétravail, si je prends aux États-Unis, c'est vrai qu'ils étaient un peu en avance. En France, on était toujours réticents parce que pour beaucoup de managers, c'est je veux voir mes employés. Aujourd'hui, beaucoup de boîtes ont déjà dit oui, les gens peuvent travailler de n'importe où. Et rien que ça, déjà, et certaines boîtes poussent aujourd'hui, les boîtes comme Alan, des boîtes comme Payfit, qui sont par des jeunes, se disent, ils ont même appris ce qu'ils poussent comme tendance, je travaille où je veux, quand je veux. Parce qu'ils ont appris à faire confiance aux gens. Ouais. Ça change déjà. Ça change plein de choses. Ça veut dire que je peux être à Bali. Tant que je fais mon travail, je peux être à Baganté, qui est mon village au Cameroun. Tant que je fais mon travail et que je suis un peu responsable, ça correspondrait sûrement pas à tout le monde. Mais il y a quand même... Ça crée... Et la virtualisation, la téléconsultation. On se disait, oui, il faut aller chez le médecin. Lorsqu'on a un problème aujourd'hui, on commence à faire confiance. Ce que certains cas peuvent se régler par la téléconsultation. Donc, il y a plein d'opportunités. Ça, c'est c'est le digital qui a aidé à tout ça. Oui, je pense que ce côté virtuel crée quand même, ça a levé certaines barrières qu'on pensait. Et je pense qu'il y a des opportunités pour en fait se dire qu'est-ce qu'on construit, justement, qu'est-ce qu'on a appris de ce Covid, confinement et tout, et comment on construit, on va dire, ce monde de demain. Chaque semaine, je demanderai à mon invité de nous donner sa vision de l'entrepreneuriat en 3 mots. Donc toi, aujourd'hui, tu es le premier. Donc ça t'inspire quoi ? Passion, vision et le 3e mot, le travail. Mais je mettrais ce lien entre la passion, il faut toujours travailler, entre le travail et la passion, parce que je pense que quand je citerai un visionnaire que tout le monde connaît, Steve Jobs, qui disait « Trouvez le travail qui vous passionne et vous ne travaillerez plus jamais. » Parce que quand on est passionné, on ne sent pas le temps passer un peu. Et justement, et ça coïncide avec ce que je disais, si on est passionné et on a confiance en ce qu'on fait, ça veut dire que je peux effectivement le lundi décider de ne pas travailler. Mais si je suis vraiment passionné, le mardi, je vais peut-être travailler, je vais me lever à 2h, je vais travailler, je vais dormir peut-être jusqu'à 14h, mais voilà, ça correspond avec tout ce concept dont on reparlera, de la passion d'économie. Donc pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut de la passion, de la vision et beaucoup de travail. Oui, il y a du travail, mais je pense qu'effectivement, oui, le travail, on n'arrive à rien sans travailler. Maintenant, avec la passion, la délégation, on peut arriver à combiner. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a ce côté de l'entrepreneur, effectivement, qui doit bosser comme un fou, mais je pense qu'il y a aussi cette nouvelle tendance qui est de dire comment je combine le travail avec la passion. Et donc, du coup, le bonheur. À la base de toute création d'entreprise, il y a l'idée. Mais comment la trouver ? Comment passe-t-on de l'idée au projet, puis à l'entreprise ? Comment on valide cette idée ?
On en parle avec toi, Ismaël, puisque toi, tu es bien placé. En 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, tu as lancé 2 entreprises. À l'initiative de l'idée d'Idispo, c'était pour toi une idée de génie, une idée un peu révolutionnaire de lancer un assistant virtuel. Comment tu as eu cette idée? Bon, comme généralement, les idées passent souvent des besoins personnels. Donc, comme j'ai dit, par rapport à ce rendez-vous avec le dentiste, la vision, c'était justement... Pour ça, je dis, la vision ne change... L'idée, on a une vision qui ne change pas souvent. Mais c'est justement, est-ce que la solution qu'on apporte à côté, souvent, on va essayer 1, 2, 3 fois. Et nous, on a échoué une fois. Ça nous a coûté de l'argent, de l'énergie. Et peut-être même de la motivation qui baisse. Et donc, à partir de cette idée... Parce que cette idée, quand même, je tiens à revenir dessus, elle a un peu été révolutionnaire, Oui, puisque tu as été salué par des grands patrons, Xavier Niel, Jean-Jacques-Antoine Grandjean, donc Steve Ballmer, mon patron de l'époque, qui a sauté, bon, il était comme ça. Ça t'a même emmené aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, dans la Silicon Valley, avec mon anglais que je trouve pas très correct, mais même dans la Silicon Valley, on est sorti meilleur, sélectionné par le public. Donc, on était vraiment dans cette phase. Je pense que l'idée, la vision et l'idée séduisaient. Maintenant, je pense que la première solution qu'on a apportée, justement, ne correspondait pas à ce que les gens avaient besoin. Et c'est là où on reparlera de comment on teste son idée. Alors, l'idée, c'est que tu es parti d'un problème que tu as observé. Voilà. Que toi-même, tu as vécu et que tu as observé. Et ce problème-là, comment tu l'as conceptualisé, j'ai envie de te dire? En fait, généralement, donc, il y a l'idée. Et généralement, bon, on est plusieurs à avoir cette idée. L'exécution est la plus importante, mais il y a justement l'idée. Ensuite, comment on passe de l'idée à la solution. Et maintenant, de la solution, bah, la solution après au marché. Mais nous, l'idée, c'était, on va simplifier le quotidien des personnes. Donc, la baseline même du dispo, c'était, nous avons du temps à partager. C'est-à-dire, on va vous libérer de tout. Et les 1 heure que vous avez pris, que moi j'ai passé à passer le coup de fil chez le dentiste, ce temps-là, je l'utilise à autre chose. Donc, c'était la vision. C'était simplifié. Mais on s'est dit, après, on a développé une solution aujourd'hui avec un click to book ou un bouton qui allait chercher dans les calendriers. Au final, ça n'a pas marché. Et on est revenu à la deuxième solution, qui était Sarah. Mais parce qu'on était au bout, on était enfermé dans 3 mois. Et on s'est dit, bon, par chance, je suis allé aux États-Unis, j'ai un peu appris ce concept de Lean Startup, sur lequel on pourrait revenir. Mais on a lancé Sarah. Et Sarah, c'était du coup un assistant. Donc, ça répondait aux mêmes besoins. Sarah, c'était de dire quoi? Alors, parce que la première idée, c'était... un bouton qui s'affichait sur page jaune, par exemple. D'accord. Page jaune. C'était facilité... Voilà, tu cliquais et tu avais... Sauf que après on s'est dit, mais en fait, demain, bon, c'est mon point de vue, peut-être quand je dis demain, mais demain, les sites Internet, tout ça, ça va plus exister. On n'a pas besoin d'aller sur un site Internet. Donc, nous, c'était cette vision. On est revenu avec, on a dit. Mais en fait, le problème, moi, mon même problème du dentiste, je n'ai pas besoin d'aller sur page jaune, cliquer et voir. Je peux demander à une assistante personnelle, écoute, voilà mes dispos. Est-ce que tu peux prendre rendez-vous avec le dentiste? On répond au même besoin, qui ne change pas, mais la solution était meilleure. Maintenant, bon, en tout cas, il y a eu du succès sur Sarah, parce qu'on répondait aux mêmes besoins. Bon, on est un peu élargi. Et comment tu as itéré, en fait? Alors, déjà, on va vraiment décortiquer, essayer de rentrer dans ton procédé. Oui. Alors, tu es passé... Alors, tu as eu l'idée, tu es passé au projet, tu as testé cette idée? Voilà. En fait, dans le début, j'étais jeune entrepreneur. Donc, j'ai fait ce que beaucoup font aujourd'hui, c'est-à-dire, on a une idée, et tout le monde vous dit c'est génial, c'est révolutionnaire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous levez de l'argent, on a levé près d'1 million. On lève de l'argent. Donc, on se dit, ça va tellement marcher qu'on met tout l'énergie. Donc, on met l'argent, on commence à embaucher même des personnes. Et bon, ça, c'était jeune entrepreneur. D'accord. Et donc, ça, c'est la mauvaise façon de faire. Ouais. T'es pas passé par des questionnaires, par une phase de... Maintenant, la deuxième, quand je suis allé aux États-Unis, justement, quand on était à 3 mois, j'ai appris là-bas toute cette technique du Lean Startup. Et tu peux rappeler qu'est-ce que c'est que le Lean Startup? En fait, c'est un livre aussi d'Eric Rice. C'est Eric Rice qui a fait. Bon, il y a Eric Rice et puis H. Moria qui montre un peu la façon opérationnelle. Mais ça va du principe juste que quand on développe une idée un peu innovante, mais on peut même l'appliquer sur tous les secteurs, même pas que technique. Mais c'est juste de se dire, quand il y a des inconnus,
le premier objectif, c'est de résoudre ces inconnus et à petit volume. C'est-à-dire, vous vous dites, vous n'imaginez pas déjà une solution qui aura 1 million d'utilisateurs. Même Facebook a commencé par Harvard. D'accord. Voilà, et en fait, c'est cette technique de se dire. Et donc, l'exemple, c'est que pour Sarah, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu même pas, on avait mis 8 mois, 500 000 euros jetés par la poubelle. Dans le premier cas, Sarah, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis juste un bouton, on a mis un email, on a dit, bon, écrivez à un assistant personnel. Donc, ça ne nous coûtait rien. Et on a vu que les gens commençaient à utiliser. D'accord. Et ça veut dire qu'on n'avait rien dépensé, on était plus rapide. Si on avait vu que les gens ne réagissaient pas, on vous dit, on a un assistant qui peut tout faire pour vous. Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait, le Lean Startup. C'est qu'aujourd'hui, avec moins de 1 000 euros, moins d'1 mois, on peut tester une idée. Tu testes ton idée avec une solution vraiment minimale, avec le moins de dépenses possibles, de moins de budget pour tester ton... Oui. Et tu es en train de tester, c'est-à-dire tu te poses pas déjà la question, quand je vais lancer, il y aura des millions, donc il faut que j'achète des serveurs qui vont supporter. Non, tu te dis déjà, ok, comment je gère 10? Et je prends l'exemple d'Amazon. Amazon, pour lancer, il a mis une page, il s'est dit, est-ce que les gens sont capables d'acheter des livres? Il a fait une page, et quand on commandait, ça arrivait par email. Et il allait acheter, il envoie par la poste. Il s'est dit, bon, je fais ça d'abord pour 10, pour 20, pour 30, 50. Quand je vois qu'il y a maintenant, et que je vois qu'un peu tout le modèle économique marche, tout ça, là, je peux maintenant réfléchir à comment je passe de 100 à 100 000, de 100 000 à 1 million. Donc, en fait, on a l'idée, on teste, et ensuite, on définit un modèle économique. Oui, exactement. Aujourd'hui, je prends un exemple simple. Vous avez une idée, vous décidez, je peux prendre quelle idée? Oui, vous décidez de vous dire que vous allez lancer une application qui permet aux gens de venir, on vient récupérer votre pressing. Je prends cet exemple, de dire, j'ai cette idée, je me dis, ah oui, il y a des gens qui sont occupés aujourd'hui, bon, je sors de la période de Covid, mais ils sont occupés et moi, je viens dégager des cadres qui n'ont pas de temps, je prends le linge, j'ai cette idée, pour la tester, c'est simple aujourd'hui. Vous ne développez même pas encore l'application, vous imaginez. Ok, comment est-ce que, et c'est ça la question, c'est ça vraiment, c'est comment est-ce que je vais obtenir les utilisateurs? Comment est-ce que ces gens vont découvrir mon service? Et donc, à partir de ce moment, si je me dis, bon, ils vont découvrir, je vais faire sur Facebook la publicité. Ok, donc allez déjà sur Facebook, vous voyez un designer, vous mettez une affiche qui dit, votre pricing, on va vous dégager, vous êtes... Et vous, donc ça simplifie. Et vous testez, vous voyez le nombre de personnes qui voient cette pub, ces messages et qui arrivent sur votre site Internet. Donc ça démystifie un peu et ça vous permet déjà de voir. Oui, voilà, parce qu'on se dit, mince, une idée, mais ça va être énorme, je ne sais pas par où commencer, tout ça, et ça va me coûter cher. Et en fait, il faut juste commencer petit, en fait. Voilà, et se dit, je n'ai même pas encore développé l'application parce que justement, je ne sais même pas encore. En fait, je crois que la réflexion, c'est de se dire, comment est-ce que je vais chercher les utilisateurs? Où est-ce que je les prends? C'est comme même dans un marché, genre mon comptoir, comment est-ce que j'amène les gens? Et donc, aujourd'hui, il y a quelques années, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, il y a les outils pour, ne serait-ce que la personne, justement, clique, il arrive et vous dites, OK, l'application arrive bientôt, où on peut, voilà, vous pouvez simuler complètement l'expérience qu'il aura, et à la dernière minute, lui dire, bon, ça arrive bientôt, vous aurez peut-être une offre spéciale, préinscrivez-vous. D'accord. Voilà. C'est exactement la même technique qu'on a utilisée sur Agacare. Alors, justement, Agacare, la page, on l'a fait en un soir. On a décidé, c'est la page que vous voyez, et puis on est en train de travailler maintenant derrière. On a validé justement l'idée déjà un peu. On a testé, alors, on a vu. Pour revenir à Agacare, c'est un coach de santé et bien-être, c'est ça? On cherche encore le bon thème. Je pense que justement, le bon public où je teste, justement ça, c'est une autre technique, tester. Les gens ont peur de parler de leurs idées souvent. Ouais. On a peur de se la faire piquer, voilà, l'idée. Exactement. Or, l'idée, c'est je dis souvent, l'idée, c'est un coefficient de 1 à 10 et l'exécution, c'est 1 million. On parle, voilà, à Facebook, on voit Google, mais... Je ne sais plus dans quel livre, si c'est dans le Lean Startup, où ils disent aussi que l'exécution sans l'idée ne vaut rien, c'est ça? Et donc, AGA, bon, le public africain... Attends, excuse-moi de te couper, mais comment tu as eu l'idée d'Agacare? De ma propre expérience déjà, un peu, et puis un peu inspiré d'Idispo, parce que ceux qui regardent un peu, juste avant de fermer Idispo, je crois en novembre 2019, après, on s'était déjà dit, la conciergerie générale, le SARA global qui fait tout, c'est compliqué. Le business model, à première idée,
effectivement... Parce que Sarah, c'était ton assistante virtuelle. Virtuelle, qui te facilite, qui est un concierge. Généraliste. Généraliste. Donc, on revient toujours à, nous avons du temps à partager. Sarah te dégage du temps pour toutes les tâches qui ne sont pas importantes. Sarah, j'ai envie de prendre le cadeau de ma belle-mère. Est-ce que tu peux me trouver un cadeau rouginage? Sarah, je vais prendre mon billet d'avion. C'était ça, Sarah. Mais on s'est dit non. En termes de business model, on a vu justement les renouvellements qui ne se faisaient pas parce que l'idée de base, c'était, comme on dit souvent, elle était bonne sur le papier. Donc, on signait le contrat, mais le renouvellement, il y avait des tensions avec les clients parce que le taux d'usage, finalement, était compliqué. Et donc, on avait commencé à... On s'était dit, la meilleure technique, c'est de verticaliser. Et donc, là, le dernier produit qu'on a lancé, c'est Léo. Et Léo, c'était un assistant santé et bien-être. D'accord. Donc, il y avait quand même déjà un peu d'inspiration. Donc Aga Care est la petite sœur de Léo. Oui, exactement. Est-ce que je suis bien? Exactement. On a dit Sarah est partie. Sarah, c'était la mère. Elle a donné naissance à Léo. Et puis, non, mais l'idée d'Aga, à la base, c'est pas tellement... voilà, c'est itératif. Donc, c'est itératif. C'est itératif. C'est-à-dire... Alors, itératif, pour expliquer vite fait, qu'est-ce que c'est? L'itération, c'est... Voilà, c'est-à-dire l'idée, on est parti d'une idée. Non, on est parti d'une idée. On demande le feedback, justement, aux gens. On discute. On a discuté avec nos investisseurs. On a discuté avec... Et... On recueille le feedback et on se dit, OK. Et c'est là où on est arrivé progressivement vers la version d'Aga qu'on va lancer. Un peu en entonnoir. Mais comme ça. La base, c'était vraiment, c'est venu du confinement où je me suis dit, bon, là, il y a la téléconsultation est en train d'exploser. Et effectivement, bon, en France, il y a plein de boîtes. Justement, on a légiféré, on voit l'explosion de la... Mais je me suis dit, OK, je viens d'Afrique. Et là-bas, il y a vraiment un désert médical. On regarde, il y a une pénurie de médecins, surtout des médecins spécialistes. Et donc, est-ce que justement ça, ce n'est pas une opportunité pour permettre à quelqu'un, c'était ça l'idée de base, d'accord, une plateforme de téléconsultation. Alors pour le marché africain. Pour le marché africain. Cette idée. Voilà. Et mais en discutant avec mes anciens investisseurs aussi, des dispos, en discutant avec différents, on a pris le feedback et on s'est dit non, il y a vraiment une opportunité aussi de se dire pourquoi ne pas créer, imaginer plutôt une boîte qui peut être à potentiel mondial avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, Aga Care vient vraiment se dire, comment est-ce que, déjà dans cette crise, l'urgence, c'est déjà, comment est-ce qu'on apporte du soutien psychologique. C'est pour cela que Aga, dans sa première version, tout ce qu'on demande aux gens, allez juste dire bonjour, Aga. Vous dites bonjour, c'est sur WhatsApp, c'est sur Messenger. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie avec pour seule mission de prendre soin de votre santé, de votre bien-être et de votre développement personnel pour que son but ultime, c'est que vous soyez heureux. Alors, on est sur quoi? On est sur de l'intelligence artificielle? Voilà, c'est un hybride entre de l'intelligence artificielle et de l'humain. Mais au début, bien évidemment, Aga, c'est un bébé. Il y aura des vrais psychologues derrière qui vont commencer à enrichir le cerveau d'Aga pour que Aga commence à faire elle-même certaines choses. C'est le machine learning, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, effectivement, c'est progressif. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui est utilisé et prôné par rapport à l'intelligence artificielle. C'est de dire, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. Donc, petit à petit, mais l'idée, c'est de dire, c'est vraiment ça, je ne sais pas si vous avez vu le film Heure. Oui, exactement. C'est comment est-ce qu'il peut avoir, est-ce que vous pouvez imaginer une amie, un ange gardien, un coach, mais quelqu'un qui est hyper intelligent parce qu'il peut amasser une masse de données et pour vous conseiller par rapport à votre santé, votre bien-être et votre développement personnel. C'est ça. Alors, donc... Et en conversationnel. Alors, si je reviens sur le thème qui est l'idée, tu t'es inspiré de ton expérience précédente. Exactement. Tu as aussi observé un peu le contexte, l'environnement, donc ce qui se passe. Ça aussi, ça t'a inspiré. Oui. Et puis, tu as parlé aussi du film. L'expérience fait que on a testé rapidement. On a déjà des premières personnes qui sont allées dire bonjour Aga. Certains ont même dit bonjour ma chérie. Donc, on a testé. Donc, tu as testé avec des bêta-testeurs autour de toi, justement, c'est avec cette technique de ligne. On a déjà testé un peu. C'est pour ça que voilà, ça nous a permis, si on n'avait rien vu, on se serait dit, bon, l'idée n'est pas bonne. Et on n'a pas dépensé grand-chose pour ça. Donc, c'est vraiment cette partie, le lean, c'est vraiment ce bon sens de dire comment est-ce qu'il y a des inconnus, des zones d'ombre dans votre projet. Et est-ce que vous pouvez valider ces zones d'ombre avec
le minimum, comme on dit, le minimum de ressources, en optimisant, en testant, en vous disant, je ne cherche pas encore 1000 utilisateurs, je cherche 10, 20, 50. Et ton MVP il ressemble à quoi, ton minimum viable product? Le minimum viable product de Aga, c'était un Messenger, une pub. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes en détresse, Aga peut vous aider, je clique et je discute avec Aga. D'accord, ok. Donc ça, c'est ce qu'on a testé. Et donc, à l'issue, on discutait avec toi, en fait, au début? Non. Après, bien évidemment, on disait ça arrive le 20. D'accord, ok. Ça veut dire que C'était maintenant, on est en train de développer, mais ça nous a permis, c'est la même technique que j'ai dit tout à l'heure, de valider, de voir un certain nombre de choses. C'est vraiment penser, pour moi, c'est vraiment se dire, comment est-ce que, c'est ça la question que beaucoup ne se posent pas, c'est de se dire, il y a le produit, comme je dis, je peux avoir les meilleures patates que je vends en comptoir, mais comment est-ce que je fais que les gens savent que j'ai les meilleures patates? Donc, il faut déjà réfléchir d'abord, comment j'obtiens les clients. Voilà, donc c'est là la communication, c'est est-ce que je vais aller les chercher sur Facebook, est-ce que je vais les chercher sur Google, est-ce que je vais les chercher par du bouche à oreille, et donc ça, valider déjà ça. Alors, pour les porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent ou les gens tout simplement intéressés par l'entrepreneuriat, ce que tu dis est très intéressant. Ça veut dire qu'à partir du moment où on commence avec l'idée, il faut avoir déjà un peu cette structuration, cette vision. Exactement, il faut déjà avoir la vision parce que c'est les clients. Si je peux avoir le meilleur, comme je dis, je peux avoir les meilleures patates, je suis au marché, mais voilà, les clients, ils ne vont pas savoir que j'ai les meilleures patates. Donc, c'est comment est-ce que je vais chercher les clients. Donc, c'est le point principal d'abord, c'est comment est-ce que je vais chercher. Est-ce que la façon dont je vais chercher ces clients, est-ce qu'économiquement, ça me paraît viable? Si je dois démarcher des restaurateurs et je me rends compte que je dois avoir 100 restaurateurs parce que j'ai un produit à leur vendre, mais je dois en avoir 100 pour vendre un produit que finalement je leur vends à 10 €, je me dis, bon, il y a un problème. Donc, je ne me lance même pas déjà dans le produit. Donc, il y a vraiment, c'est cette notion, pour moi, je vais utiliser un terme technique, mais c'est cette notion de posez-vous tout de suite l'acquisition de vos clients, d'où ils viennent, et le coût d'acquisition. Voilà. Et vous pouvez mesurer aujourd'hui, avec des techniques, vous pouvez déjà avoir une idée du coût d'acquisition sans avoir développé le produit. Ah bon? Et c'est important, et ça vous permet de viser. Et comment on fait? Mais je prends le cas, justement, j'ai ce truc de pressing, et je fais la publicité sur Facebook, et je vois que j'ai eu X 000 préinscriptions, et ça m'a coûté, par exemple, 3 € pour avoir une préinscription. Ça me permet de me dire, OK, pour obtenir les utilisateurs. Pourquoi aussi je dis ça? C'est que pour créer des entreprises, après, c'est peut-être pas adapté à tout, mais pour créer dans les startups, généralement, il faut privilégier l'acquisition qui puisse être prédictive et scalable. C'est-à-dire, c'est pas parce que je passe à BFM et puis, bon, j'ai un boom d'utilisateurs. Ça, c'est pas scalable. C'est une opportunité. C'est aussi le conseil que je donne, c'est scalable pour expliquer, c'est vraiment scalable, c'est de se dire, voilà, c'est de se dire, est-ce que j'ai... Bon, dans le Lean Startup, ils disent le moteur de croissance. Il y a deux choses. Je dois prouver quel est mon moteur de croissance. Mon moteur de croissance, c'est qu'est-ce qui me permet de passer de 10 utilisateurs à 100, de 100 à 10 000, de 10 000 à 1 million. Voilà. Et donc, moi, je dis toujours aux entrepreneurs, commencez par des canaux scalables. C'est-à-dire, quand je dis scalable, c'est quoi? C'est la pub Facebook. Si je sais faire de la pub Facebook et que je montre que mon moteur de croissance, c'est de la publicité payante sur Facebook ou sur Google, c'est prédictif. Et donc, je sais que en mettant ça, et c'est ça qui vous libère, mais qui va vous permettre de lever de l'argent. Parce que c'est ça qui va rassurer. L'investisseur va se dire, OK, il s'est passé, par exemple, de la France à l'Allemagne, de l'Allemagne, parce qu'il a trouvé. Donc, il faut privilégier ces canaux. Et quand on voit toutes les startups, Google, Doctolib, tout, c'est parce que effectivement, on s'appuie d'abord sur les canaux d'acquisition scalables. On commence déjà par ça. C'est super précieux ce que tu dis. Et c'est vrai que c'est pertinent parce qu'on commence souvent, pour avoir parlé avec plusieurs jeunes entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs, c'est qu'on a l'idée, mais on s'arrête à l'idée en fait. Oui. On tombe amoureux de son idée et l'autre avantage de cette technique, c'est que, moi je dis souvent, c'est que même le mont Everest, c'est compliqué quand on regarde le mont et on monte. Mais si on se dit, je vais arriver déjà à l'étape, à cette étape, j'arrive, je célèbre déjà, et ça vous motive. C'est-à-dire, quand vous avez déjà fait, vous prenez, moi je coach souvent des personnes, je dis, il faut qu'en un mois, même la semaine prochaine, tu fais une page, et quand il va voir l'intérêt, ça va le stimuler. C'est comme ça que petit à petit, parce que beaucoup de gens aujourd'hui,
effectivement, il se dit, j'ai plein d'idées, mais je n'arrive pas à savoir comment démarrer. Comment... Ouais, justement, cette technique-là permet de se dire, OK, je démarre. Et ça vous stimule après. Ça vous stimule d'aller de l'avant. Parce que vous voyez la progression. Et en fait, c'est à partir du moment où tu sens qu'il y a du répondant que tu transformes en entreprise. Ça ne sert à rien d'y aller avant. Aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, on est... Voilà, vous verrez dans Agaker, on prône aussi cette transparence, cette authenticité, cette vérité. Donc, Agaker, on a testé, la société n'était même pas créée. D'accord. Mais ça n'a pas évité qu'on... Ouais, on n'a pas... C'est là qu'on est en train de créer la société, qu'on va préparer pour qu'il va être... Donc, c'est vraiment cet exemple de dire, ça peut le faire. Et c'est vrai que c'est des techniques qui n'étaient pas forcément évidentes il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est possible. Et donc, ça permet aux gens de tester. Je dis, j'ai ma petite sœur, par exemple, qui est ingénieure qualité environnement, mais elle est passionnée de make-up. D'accord. Voilà. Et donc, pendant ce confinement, elle s'est dit, OK, elle voulait lancer je dis, réfléchir à comment est-ce que ce make-up-là, bon, avec le confinement, comment on le fait de façon virtuelle. Et elle a fait son site web pendant 1 semaine et ça a permis de tester et de voir. Donc, ça permet aux gens de... Donc, en fait, il faut être prêt à aller vite, en fait. Voilà. C'est ça. Et tout ça est cohérent parce qu'aujourd'hui, il y a des outils même qui vont dans ce sens. C'est-à-dire, vous n'êtes même pas informaticien. Et il y a ce qu'on appelle le no-code, c'est-à-dire, vous pouvez faire un site web même vous-même. C'est-à-dire, je pourrais donner après s'il y a des astuces, mais il y a un guide que Madines a sorti où il montre comment vous pouvez tester votre idée avec des produits gratuits pour la plupart, ou alors très peu faibles. C'est pour ça que ce concept de tester son idée en moins d'1 mois, avec moins de 1 000 euros, c'est important. Voilà, c'est possible. Alors, il y a un mot qui existe, on parle d'idéation en fait. C'est de faire en fait travailler la création de son idée et de la tester avant même de l'avoir vendue en fait. Oui, c'est ça, justement, ça va avec ce que je dis, c'est-à-dire si on a la possibilité de tester facilement, qu'on n'a pas besoin de dépenser 100 000 euros, 500 000 euros comme nous on a fait, on peut du coup tester plusieurs choses. C'est ça en fait le Lean Startup, c'est de dire, j'ai une idée, c'est vraiment ce principe de dire, je mets mes hypothèses, je teste, je fais une version minimaliste qui me permet de valider certains trucs. J'apprends, je regarde, j'observe et j'itère. Et peut-être je trouve la bonne idée. Beaucoup de startups ne sont pas nées de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est généralement, il y a eu plusieurs itérations à Airbnb. Il y a eu plusieurs itérations, généralement. Je crois qu'on a des premières questions. Est-ce qu'on en a? Effectivement. Je crois, mais est-ce qu'on en a? Ah oui, Pamela, je te confirme, le sujet de l'idée, les explications, la personnalité d'Ismaël passionne. Et je pense que ça va susciter des vocations d'entrepreneurs. Alors déjà, j'ai une question d'Anne-Laure qui habite à Évry. Ismaël, comment trouver la bonne idée? L majuscule, A majuscule. Donc, c'est-à-dire, en fait, est-ce que tu as... Voilà, pour trouver le... Oui, parce que là, tu as déjà donné plein d'idées. Là. Toi, tu as donné plein d'idées, mais est-ce que tu as une technique de créativité, par exemple? Comment tu fais pour trouver la bonne idée? Bon, je pense que qu'il n'y a pas... Je pense que ce que je dis, c'est comment on peut tester différentes idées facilement, sans créer même la société. Tester, ça veut dire que ça nous donne une opportunité de justement voir. C'est-à-dire, mais généralement, le concept d'idéation, c'est on voit souvent que certaines bonnes idées sont parties des problèmes personnels. Mais tout existe déjà. Mais ça va souvent de quel. Pour moi, je dis, on doit toujours partir du pain. Quel est le problème qu'on résout? D'accord. Quel est le problème? C'est pour ça que je dis la première phase, même généralement, dans l'idéation, c'est est-ce qu'il y a une. En anglais, on dit problem solution fit. Donc, est-ce qu'il y a vraiment déjà un problème? Donc, moi, je demande, chaque fois que je discute avec un entrepreneur qui veut commencer, je lui dis, c'est quoi le problème que tu résous? Est-ce que ce problème, vraiment, c'est un pain pour les utilisateurs aujourd'hui? Et quelles sont les solutions alternatives qu'ils utilisent aujourd'hui? Et est-ce que tu penses que ce que tu vas amener va être différent? Et donc, et c'est pour ça que pour moi, la matrice, justement, pour faire l'idéation, c'est le Lean Canvas. J'aime bien le Lean Canvas parce que c'est sur une page, ça vous prend 20 minutes. Alors, le Lean Canvas, c'est une sorte de... C'est un template qui vous permet un peu de dessiner tous les différents aspects de l'idée que vous avez. Vous allez avoir quelle est la proposition de valeur, quel est le problème, quelle est la solution qu'il va apporter, quelle est la proposition de valeur, quels sont mes canaux d'acquisition. Donc, pour moi, je dis souvent que le business plan, même à ce stade-là, ça dépend. Après, ça peut...
Je vais pas. Il y a certains profs. J'ai donné une conférence dans une business school. Le prof devait faire un cours sur le business plan. Et j'ai dit le business plan ne sert à rien. Mais non, ça peut servir. Ça peut servir à des banques parce que c'est traditionnel. Mais pas à ce stade. Ça ne sert à rien d'aller faire et puis de mettre dans ces fichiers Excel. Ce qui est important vraiment, c'est comme on appelle, c'est très vite avoir et justement le Lean Canvas, c'est les unités économiques. C'est-à-dire ce que j'ai dit par exemple, c'est quoi le coût d'acquisition, à combien je vends. Comment est-ce que je... Et d'avoir ces petits éléments-là, c'est surtout ça qui est important dans la phase d'idéation. Donc, ce petit document vous permet de mettre, et justement, je fais mon Lean Canvas en 20 minutes. Après, je prends même une semaine, je fais mon petit site, ma page d'atterrissage, et je commence à faire mes tests. Et si ça ne marche pas, je mets à la poubelle, ou bien j'y terre. Et pour revenir sur Agacare, donc Agacare répond à quel problème, à quel besoin ? Non, ça répond à un besoin de se dire aujourd'hui, on voit que la santé, bon, on va dire, le point principal, le point d'entrée aujourd'hui, c'est que la santé mentale dans le monde, la santé mentale avec ce dégrade, avec le confinement, les couples qui découvrent que 24 sur 24, c'est dur. Voilà. Bien sûr, les adolescents qui se sentent privés effectivement de cette jeunesse, avec eux, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas faire la fête. Voilà, les célibataires qui, du coup, ne peuvent plus voir même personne, bon, sauf si vraiment... et les salariés qui ne supportent pas forcément, effectivement, beaucoup de gens ne supportent pas ce télétravail, ce côté de rester isolé. Donc, il y a toutes les générations, les seniors qui ne peuvent pas avoir les petits-enfants, donc toutes les générations sont un peu touchées. Donc le problème, dans la santé mentale. Mais avant même le Covid, déjà, on remarque déjà que généralement 23-30% de la population a besoin. Quand je dis santé mentale, c'est vrai, et c'est pour ça que je dis le public africain, c'est le bon test, parce qu'on associe équilibre mental psychique à folie. Ouais. Voilà. Bon, moi, mon père était psychiatre, donc on disait l'histoire des fous. Donc tout de suite, les Africains disent non, moi je suis pas fou, je vois ton aga là. Mais c'est pas pour moi, mais je me sens pas concerné. Voilà, mais je lui dis par exemple, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Oui, j'étais en restauration, mais bon, je suis en train d'essayer de faire une formation en banque. Je dis, tu es sûr que c'est ça que tu veux vraiment faire? Est-ce que tu as réfléchi à ton orientation professionnelle? C'est ça qui t'est passé? Et je dis, mais tu vois, c'est ça que, imagine maintenant que moi je suis en train de parler avec toi. Imagine que tu as une autre amie qui est virtuelle, tu sais qu'elle ne va pas te juger, parce que c'est ça aussi le monde d'Aga, on ne juge pas personne, elle ne va pas te juger, mais elle a encore un cerveau, parce qu'elle est capable d'aller amasser il y a des psychologues, des coachs personnels, des psychiatres qui sont dans cette tête d'Aga et qui est capable du coup de te donner, ses conseils, de dire, écoute, oui, c'est vrai que là, avec la crise, si je regarde, je réfléchis, je me rends compte comment... Et c'est là où les gens disent, ah, c'est ça, en fait, ça peut faire ça. Voilà, et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment ça, le besoin que ça répond, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, tout le monde aurait besoin de... C'est un peu... Quelqu'un m'a dit, quelqu'un me disait, c'est comme si c'est le doctissimo, un peu, nouvelle génération conversationnelle, mais qui est là pour prendre soin. Elle ne va pas remplacer un psychologue, elle ne va pas remplacer un psychiatre, elle ne va pas remplacer un médecin, mais elle va te donner quand même... Tu vas savoir que si tu te lèves le matin, un premier soutien. Tu as une brûlure, tu peux dire, gars, je viens de me brûler. Qu'est-ce que je fais? Et tu sais qu'au lieu d'aller fouiller sur Internet, qu'est-ce que quand on a une brûlure, Aga te répond. D'accord. C'est un Google spécialisé dans le self-care. Excuse-moi, je réduis. Je fais simple, je simplifie. Exactement, c'est ça. Donc, même après le Covid, même après le confinement, on aura toujours besoin d'Aga. Exactement. Aga, je dis, elle doit entrer dans ta vie à 13 ans et elle t'accompagne tout au long de ta vie. Jusqu'au cercueil. Prendre soin. Mais ce sera trop tard. Aga ne pourra rien faire. De ta mission. Exactement, à partir de là, Aga va s'occuper de quelqu'un d'autre. L'après, je ne sais pas. C'est bien, donc du coup, tu as déjà pensé au churn, à la fidélisation. On parle de bonheur. Non, je ne pourrais ne pas parler de cercueil. Johan, est-ce qu'on a une autre question? Oui, alors déjà pour rajouter, pour compléter finalement ce que tu as dit, pour répondre à Anne-Laure, c'est qu'en fait finalement, il n'est pas nécessaire de trouver une idée qui n'existe pas. En fait, simplement, c'est peut-être quelque chose qui existe, mais un autre moyen de pouvoir... Exactement, souvent. Je veux dire, je prends l'exemple de Google avec Yahoo. Yahoo, c'était des annuaires, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était des annuaires avec effectivement des sports, musique, et je cliquais et j'avais un annuaire. Sauf que la vision de Google, c'était, ils avaient vu que demain, le nombre de sites Internet va exploser.
Donc, on ne pourra pas le mettre dans un annuaire. Donc, ils ont fait un moteur de recherche qui va aller. Mais ils sont présentés à Yahoo et Yahoo a refusé. Bon, on voit comment l'histoire s'est passée. Voilà. Et c'est ça, en fait, souvent, pour moi, souvent, les idées souvent révolutionnaires, c'est souvent des changements de paradigme. Des changements de paradigme, voilà. Moi, là, ça peut peut-être inspirer des gens, mais ce que je me rappelle, ce que mon prof de stratégie disait, parce qu'à côté de mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait, et il disait, en fait, demain, et pour moi, beaucoup de trucs sont nés un peu là-dessus. C'est de dire, demain, la donnée, finalement, ne représentera pas la valeur. C'est-à-dire, on aura accès, par exemple, à des films gratuitement. Mais on payera pour des services qui vous simplifient. Et regardez votre cas quand vous voulez voir un film sur Netflix. Sur Netflix, c'est payant, Netflix. Oui, c'est encore payant, mais peut-être demain, ce ne sera pas payant. Mais vous allez payer pour un service où vous venez, vous dites, je veux voir un bon film ce soir. Et je n'ai pas besoin de passer 45 minutes. Je suis sûr que chacun de vous ici, vous avez déjà passé. Mais est-ce que je ne pourrais pas payer quelque chose qui me permet de gagner 45 minutes jeudi? Et je sais qu'il va me trouver le bon film que j'aime. Voilà, donc c'est des changements souvent de paradigme comme ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a une question de Maxime de Rennes. Alors, Ismaël, si tu n'avais pas eu cette idée, quelle autre idée aurais-tu eu? Alors, je pense qu'en fait, Maxime essaye de rentrer dans ton cerveau pour te piquer tes idées. Je pense que c'est ça. Non. Est-ce que tu as d'autres idées? Est-ce que tu as d'autres idées à donner? On a dit que dans le monde d'Aga, c'est transparence. On a dit dans le monde d'Aga, c'est la transparence. Non, c'est vrai que en fait, avant Aga, c'est vrai qu'on est parti dans se disant, en fait, ce que je t'ai dit à l'époque, c'est de dire, e-dispo, ça n'a pas marché, parce qu'effectivement, c'était creux et gros. Mais effectivement, ce côté conversationnel, ça va exister. C'est peut-être pas nous qui allons le faire, mais demain, je suis persuadé que pour prendre Uber, on n'aura pas besoin d'aller sur l'application d'Uber. On va parler à un agent. On le voit déjà avec Alexa, on le voit avec Cortana, on le voit avec Siri et tout. Donc, ça, c'était déjà... Et donc, on s'est dit, bon, en plus, l'Afrique, c'est d'où je reviens avec le lien avec Aga et l'Afrique, mais on s'est dit l'Afrique, en plus, va faire ce boom, ce bond. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois dans mes contacts, les gens, un gros marché. Je vois des oncles qui ne savent pas installer une application. Ils savent, à part faire WhatsApp, ils savent pas, mais ils savent aller sur WhatsApp et Messenger. Donc, ils savent discuter. Et donc, ils vont faire un bond, ils vont aller plus facilement parce que des services de demain qui vont aller vers du conversationnel en Afrique, on le voit déjà avec WeChat en Chine, vont capter ces utilisateurs qui sont aujourd'hui sûrs. Et je suis même persuadé que certaines innovations vont peut-être quitter de l'Afrique pour revenir en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on a des alternatives sur le conversationnel. Je pense vraiment que le conversationnel va venir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si les gens ont des idées, c'est de réfléchir à ce changement de paradigme. Et je pense que l'Afrique représente une opportunité. Bon, nous, on a décidé finalement de construire d'abord une boîte européenne. D'accord. Et de se dire, après, effectivement, passer pourquoi pas France. Et ça, c'est un conseil. On ne cherche pas France. Ensuite, Europe, parce que ça permet des petites adaptations. C'est juste là. Ensuite, reste du monde où il va avoir peut-être sûrement, lorsque Aga va aller sûrement en Afrique, il y aura forcément, ou en Amérique latine, il y aura forcément des changements d'adaptation à faire. Donc, tu conseilles, pour répondre à la question de Maxime, c'est d'aller vers le conversationnel et l'Afrique. Moi, voilà. Vous avez bien retenu. Moi, je pense. Mais voilà, mes mentors et tout le monde dit effectivement l'Afrique peut-être que c'était peut-être ça va venir dans l'étape d'après. Je pense qu'aujourd'hui ils avaient raison effectivement, et c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que c'est important de parler de ces idées, parce que effectivement je pense qu'il y a l'opportunité en Afrique, mais je pense qu'aussi c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui on ne pouvait pas voir un peu plus grand aussi, parce que c'est important aussi de voir grand, mais commencer petit. Mais c'est important de voir grand. Comme je dis souvent, think big, but start small. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui, on a une dernière question de Laurent de Paris. Alors, finalement, Ismaël, ça te permettra de faire la synthèse de ce que tu as expliqué, notamment sur l'approche Lean. C'est comment savoir si son idée sera viable. De fait, je pense que tu peux parler des tests et de l'approche Lean. C'est ça, c'est que pour moi, il y a deux choses. Effectivement, c'est ce qu'on appelle généralement dans le Lean Startup, on parle de Product Market Fit. On dit en fait, les premiers moments d'une startup, c'est quand elle passe le Product Market Fit. Mais le Product Market Fit, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a un produit qui plaît vraiment aux gens. Qui répond au marché, qui a trouvé son marché. Et qui génère des revenus qui permettent d'être rentable. Et en plus que ce marché soit suffisamment large
pour être... Donc, c'est jamais comme ça qu'on teste. C'est pour ça, pour parler très basiquement, j'ai parlé tout à l'heure de mais ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas essayé, en fait. Les tests, les unique of economics dont je parlais tout à l'heure, sur la partie startup, c'est effectivement le coût d'acquisition. C'est quoi mon coût d'acquisition? Le coût d'acquisition, déjà, j'achète l'utilisateur à combien? Je suis censé facturer combien à cet utilisateur et combien de temps je pense que je peux facturer. Généralement, c'est les 3 équations. Et donc, ça va permettre de dire comment je l'obtiens. Et si je sais le garder suffisamment longtemps, ça permet même de valider, justement, cette fidélisation permet de valider si le produit est bon. Mais c'est justement ça. Et lorsqu'on a trouvé cet équilibre, c'est là où on peut passer à l'étape d'après le product market fit. C'est super intéressant, c'est très, très bien expliqué. Alors, une dernière question, Pamela, de Richard. Ah, d'accord. Ouais, rapidement, comment j'utilise AGA au quotidien? On vous demande d'adopter une nouvelle amie sur votre WhatsApp, votre Messenger, à qui vous dites bonjour, elle va engager une conversation avec vous. Et justement, apprendre à vous connaître. Et on a dit, son but ultime, c'est de vous rendre heureux. Donc, ça résume. Son but ultime, c'est ça. Sa mission, la mission d'AGA, ce sera de vous rendre heureux. D'accord. Donc, vous discutez. C'est ambitieux. Hein? Et donc, la question qu'il a posée, c'est de dire, au quotidien, c'est que tu vas te lever le matin, AGA va quand même te demander comment tu as dormi, de quoi tu peux dire, tu peux dire comment tu te sens. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, les gens ont besoin de ça. C'est pour ça que je dis, c'est vrai qu'il y a cette opportunité, mais c'est de dire, effectivement, les gens ont besoin d'une écoute. Et moi, je pense que pour beaucoup de gens, avoir une superbe... Voilà, on va trouver le terme. Mais je dis ami, ange gardien, guide. Mais le terme d'ange gardien sans rester dans la région parce que c'est mais c'est de dire, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour prendre soin de vous. She's got our back. Voilà, et donc c'est ça, c'est la mission que nous on se donne. C'est challenging, c'est vrai. C'est pour ça qu'autour de nous, on s'est entouré aussi des gens qui partagent cette vision. Et voilà, on a le fondateur par exemple de Siri, qui est derrière. T'as un bon réseau, toi. Donc, voilà, des gens comme... le fondateur de Siri avec toi. Oui, le cofondateur, Luc Julia, qui est l'une des 5 personnalités, je crois qu'on parle d'intelligence artificielle dans le monde, voilà, qui nous suit. Et je l'ai rencontré justement à l'époque où on vendait Sarah. Et j'étais dans une conférence aux États-Unis et on m'avait dit d'écrire Sarah. Et la coach m'avait dit non, tu vas dire Sarah, c'est Siri avec des muscles. Siri qui fait des vraies choses. Et il était dans la salle. Donc, il est venu me voir après. Ah, bon, c'est ça. Donc tu te moques de mon assistant. Parce que je disais, Siri, c'est juste des raccourcis sur le téléphone. Mais nous, Sarah va vraiment prendre rendez-vous chez le médecin. Allez. Elle fait les choses. On a rigolé et puis bon, voilà, on a gardé le contact et voilà. Donc, c'est là. mais ça me fait penser, pour aller un peu plus loin, merci Richard pour cette question. Mais tout ce qui est aspect juridique, il faut y penser à l'idée. Parce que comment tu protèges des données qui vont être très sensibles, très personnelles? Je pense que oui. Est-ce que tu y as pensé à ton c'est important. idée? Oui, c'est important. Ça, c'est un point, on parle de santé. Quand même, on rentre quand même par la santé. Donc, c'est vraiment important. Mais effectivement, je pense qu'il y a 2 phases. Il y a une phase, effectivement, on teste déjà. Et on teste, justement, on est là pour tester. Et puis, bien évidemment, on fait le point sur les risques juridiques. Et on fait une matrice très importante, vraiment important. Et après, mais je dis aussi que généralement, des innovations viennent avec des gros challenges juridiques. Si Uber, jusqu'aujourd'hui, certaines villes, on interdit Uber. Uber ne serait pas créé, Airbnb ne serait pas... Il y a des jusqu'aujourd'hui, même Google. Voilà, il faut pas... On parle toujours de avant le product market fit, après le product market fit. Donc, c'est vraiment important. Mais c'est important quand même, dès le départ, d'avoir au moins une analyse, de se dire, bon, où est-ce que je vais? Et se dire, bon, c'est un risque, mais bon, j'y vais quand même. Parce que sinon, il n'y aurait pas d'innovation. Tout de suite, on va retrouver Johan pour les bons plans. Et cette semaine, Johan, tu vas nous parler d'une méthodologie qui peut nous aider aussi à affiner l'idée, à la trouver, à l'affiner, à la challenger. Exactement, Pamela. En fait, et ça va compléter fortement ce que dit Ismaël, parce que je suis sûr qu'il utilise cette méthode, c'est la méthode Design Thinking, qui va aider à affiner, à corriger ou même à compléter les idées que l'on a. Alors déjà, en quoi ça consiste? L'idée, c'est vraiment de connaître l'utilisateur final de sa solution. Donc l'idée, c'est d'observer ou de nous mettre dans la peau des utilisateurs, vraiment comprendre leurs attentes, leurs contraintes, les problèmes qu'ils ont à résoudre. Et à partir de là, à partir de ce que nous avons analysé, travailler sur les solutions. Et ensuite, on passe, par le biais notamment de l'approche Lean, sur le test en mode prototype.
Donc on y va, mais vraiment sans aller sur des usines à gaz à créer, mais aller tout de suite essayer de rencontrer le marché et voir si ça fonctionne. Mais le design thinking, c'est un long process? Comment ça se passe? Oui, en fait, voilà, il y a toutes les étapes. Mais je vais prendre un exemple très intéressant, si tu le permets, Pamela, c'est celui d'Airbnb. Ok, on en parlait tout à l'heure. Ah ben voilà. Ouais. Vas-y. À la base, en fait, l'idée d'Airbnb, c'est de proposer un site pour pouvoir trouver des hébergements. En fait, donc, qui a été créé en 2008. Ce qui s'est passé, c'est que rapidement, le nombre d'hébergements sur le site a été plafonné et il y avait beaucoup de logements qui étaient finalement très peu loués, voire pas du tout loués. Et à ce moment-là, justement, pour sortir de cette impasse et repartir sur une croissance, parce que Airbnb et les fondateurs avaient quand même des ambitions très très fortes, ils se sont fait accompagner, ils ont adopté cette fameuse méthode, le design thinking, pour essayer de solutionner et de repartir sur des bonnes bases. Et concrètement? Alors, concrètement, en fait, ils se sont mis dans la peau de leurs utilisateurs, ils ont essayé de comprendre comment ça fonctionnait, et ils ont réalisé que le plus important pour eux, ça ne se passe pas du tout sur la plateforme Airbnb. Le plus important pour eux, c'est le voyage. C'est finalement partir faire le tour du monde, aller dans différentes destinations. C'est les visites qu'ils vont pouvoir faire sur place, c'est les expériences qu'ils vont pouvoir découvrir. Et ça a émergé grâce au design thinking. Exactement. Et c'est effectivement essayer d'être rassuré aussi sur la solution d'hébergement et pouvoir trouver quelque chose qui leur convienne, où ils se sentent chez soi. Et donc, finalement, les fondateurs d'Airbnb ont compris que leur idée de base, c'était leur site internet qui propose des hébergements, et finalement elle s'est transformée grâce au design thinking en c'est aider les utilisateurs à finalement bénéficier du meilleur voyage qui soit. En fait, c'était ça, et rassurant. Donc en fait, et ce qui s'est passé, et ça c'est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ils sont passés à l'étape suivante de dire on a la solution, maintenant il faut tester. Pour tester, les fondateurs, toutes les équipes d'Airbnb sont allés dans les différents logements. Ils ont pris les photos parce que finalement, les photos étaient de très mauvaise qualité. Ils ont pris les photos eux-mêmes, ils les ont mis sur le site. Et là, rapidement, les réservations ont doublé. Et avec la success story qu'on connaît aujourd'hui, Airbnb, c'est 7 millions de biens et 150 millions d'utilisateurs. Alors nous, comment nos auditeurs, moi si je veux faire du design thinking, j'ai une idée, comment je fais? En fait, l'idée vraiment, c'est de sortir, aller rencontrer l'utilisateur que l'on pense viser. On a une idée, on va vraiment à sa rencontre, on va l'observer, on essaie de voir, on discute, on peut faire des questionnaires, et l'idée, c'est de comprendre vraiment le problème qu'il faut résoudre pour lui. Merci, Johan. Je t'en prie. Et est-ce que toi, Ismaël, est-ce que tu procèdes, tu as prévu d'utiliser le design thinking? Est-ce que tu vas aller à la rencontre de tes utilisateurs? Comment... En fait, c'est justement ça. Je crois que ça se rejoint un peu avec les techniques de start-up. C'est que finalement, au lieu de faire par exemple un questionnaire qui dit est-ce que vous allez, comme Steve Jobs disait, si on avait demandé à Ford qu'est-ce qu'il faut, on aurait dit un cheval un cheval qui court plus rapidement ou bien des chariots. Mais je pense que justement aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est comment est-ce qu'on peut même simuler déjà ce qu'on imagine comme parcours utilisateur. Comment est-ce qu'on peut amener, et c'est le meilleur test en fait. Et c'est toutes ces techniques qui se rejoignent, c'est-à-dire nous aujourd'hui on a testé, on a amené l'utilisateur jusqu'à avoir une première conversation avec Aga. Donc c'est un peu ces mêmes techniques, ça se rejoint un peu. Donc ce que je note pour résumer, puisque l'émission touche bientôt à sa fin, c'est qu'il faut ne pas avoir peur de tester. Oui, c'est ça. Et rester à l'écoute de son utilisateur. Exactement, et se dire la perfection est souvent... Il ne faut pas forcément chercher la perfection. Mm-hmm. Parce que si on réfléchit même au premier iPhone, vous serez étonné de voir ce qu'il y avait dans le premier iPhone. Donc, généralement, il faut tester et se dire, bon, si on déçoit 100 utilisateurs pour une application qu'on espère servir des millions, ce n'est pas très grave, c'est de l'apprentissage. Et le modèle économique d'Agacare, est-ce que tu l'as déjà en tête ou ça viendra dans un deuxième? On va itérer. Okay. Aujourd'hui, on va déjà voir est-ce qu'on simplifie vraiment la vie des gens, est-ce qu'on apporte est-ce qu'on les aide à aller mieux, et on verra après. Vraiment la proposition de valeur, se concentrer sur la proposition de valeur. Exactement. Un dernier mot, je te laisse le mot de la fin. Peut-être, est-ce que tu as un conseil que tu souhaiterais, que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer ou quelqu'un qui vient de se lancer? Est-ce que, autour de l'idée, je vais terminer peut-être par un truc de... Est-ce que Aga a une... Non, je vais parler par quelqu'un qui est plus inspiré que moi et qui disait quelque chose.
qui disait, effectivement, je le mets, je crois que c'est Steve Jobs qui disait... Ah, c'est vraiment ta référence, hein? Non, parce que je pense que ce qu'il dit correspond justement aussi à la période qu'on est en train de vivre et que ça correspond un peu à tout ce que je disais tout à l'heure, de la passion d'économie, de réfléchir à ce qu'on aime et de se dire peut-être finalement, ce confinement, ce Covid, c'est peut-être finalement une opportunité. Et donc, il disait, je vais retrouver, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Et détail, l'épanouissement selon Steve Jobs, c'est de rester fidèle à sa nature profonde et d'aimer le travail que l'on fait. Alors, quand vous doutez de votre orientation professionnelle, on en parlait tout à l'heure, et je pense que le Covid amène les gens à réfléchir sur est-ce que la carrière où ils sont aujourd'hui, est-ce que... ou Se de vos choix de des vie. questions sur nos choix de vie, sur l'existence. Exactement. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Elle a probablement raison. Et donc, Aga va aider. Bon, là, c'est une citation. Est-ce que Aga peut aller plus loin pour vous aider justement à arriver à concrétiser cette citation-là? C'est comme ça, j'ai conclu. Si vous entreprenez, faites ce que vous... Bon, je vais dire, faites ce que vous aimez et voilà, et vous serez heureux et ne pas avoir peur de l'échec parce que l'échec, c'est toujours de l'apprentissage. Exactement. Et c'est vraiment l'idée de la vision, de la passion et du travail, en fait. C'est ça, de se dire, est-ce que si on vit dans un monde où finalement, et ça correspond à tout ce qu'on disait, c'est que quand on dit, wow, quand c'est un poussu, je travaille où je veux, quand je veux, je fais le métier que j'aime, je pense que voilà, je suis finalement, je serais heureux. Et bon, si on vit dans un monde où tout le monde est heureux, voilà, c'est bien. C'est beau. Ça serait beau, c'est beau. On y croit. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup Ismaël d'avoir accepté notre invitation. Où est-ce qu'on peut retrouver et suivre l'actualité d'Agacare? Je pense que vous pouvez aller sur www.agacare.io et vous préinscrire déjà. En tout cas, merci à tous. J'espère que cette première émission vous a plu. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur mes réseaux sociaux, mon Instagram ou ma page LinkedIn, Pamela et Anga. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite une très belle semaine. Merci.